Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Cocon de vie. Je suis tellement contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps que j'attends de tourner cet épisode. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on se retrouve avec Charlotte. Bonjour. Coucou Charlotte, comment tu vas? Ça va, super. Et toi? Oui, contente d'être là, pas trop stressée? Non, ça va, je suis à l'aise, je suis bien entourée, donc ça va. Ça va. Bon, alors je vais te laisser déjà quelques minutes pour te présenter à tout le monde, parce que moi je te connais très bien, mais les gens ne te connaissent pas encore. Alors je t'en prie. Eh bien écoutez, enchantée. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et je suis la maman de Leandro, un bébé arc-en-ciel qui a maintenant 5 mois. Ça passe vite. Oui. Et je suis mariée depuis 3 ans. Voilà. Super. Alors, du coup, donc, je vais vous parler d'un bébé arc-en-ciel. Et Leandro n'est pas qu'un bébé arc-en-ciel, c'est un bébé issu d'un parcours de PMA. Tout à fait. Voilà. Parcours de PMA que tu as commencé très jeune. Ouais. Tu l'as commencé à quel âge exactement? 18 ans. À 18 ans. Donc très jeune par rapport, c'est vrai, à la moyenne. On se dit généralement, je pensais quoi, vers 25-26 ans, plus les débuts de PMA. En général. Ouais, on est plus vers... Qu'est-ce qui t'a donné, du coup, cette envie déjà de devenir maman? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes dans un parcours de PMA? Alors moi, l'envie de maman, c'est depuis toute petite, même quand j'étais petite, j'avais les poupons. Moi, à Noël, c'était tout le temps, tous les ans, je demandais Puccio au vélo. Spoiler, je l'ai jamais eu. C'est vrai, je l'ai jamais eu. tellement bien ce jeu. Mais voilà, en fait, c'est même pas un souhait, c'était une évidence. Enfin, j'allais devenir maman. Ouais, tu t'es jamais dit vie professionnelle et après enfant, toi, c'était tout de suite la vie de famille. Ouais, ok. C'est ça. C'était deux sources à couler de source. Pour ton mari aussi? Non. Non. Moins naturel chez lui? Bah, quand on s'est rencontrés, lui et moi, lui il voulait pas d'enfant, il voulait pas se marier. Ok. Ça va. Et tu t'es quand même dit que c'était le bon? Non, j'ai eu peur, que je me disais c'est pas le bon, mais je l'aime, c'est ça le problème, je l'aime et je veux continuer avec ce garçon. Mais si ça change pas, je pourrais pas rester avec. Oui, bah oui, parce que toi c'était vraiment ton objectif de vie, tu te voyais pas sans enfant, c'était impossible pour toi. Inenvisageable. Ok, et du coup, quel est cet élément déclencheur, ce truc qui fait qu'il passe de je veux pas d'enfant à allez marions-nous et on fait un enfant? Bah, ce qui s'est passé, c'est que on a fait certaines choses d'adultes. Ouais. Et j'avais changé de téléphone, j'avais pas remis mon appli de suivi menstruel. Et je l'ai remis, ça m'indiquait que c'était mon jour d'ovulation. Je le regarde, je dis mince, et voilà ce qui se passe, machin. Si je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Je savais très bien que moi j'allais le garder si je suis enceinte. Il dit rien, vraiment il parle pas, il se renferme, il va sous la douche, pas un mot, rien. Il sort de la douche, mais vraiment il est encore en serviette devant moi. Il me regarde et me dit, bah si t'es d'accord, si t'es enceinte, on le garde, si t'es pas enceinte, on est sans avoir un. Ok, et là, le toit intérieur il est en mode comme ça. Oui. Oui, le mot intérieur explose. Je sais pas ce qui s'est passé sous cette douche, mais je remercie cette douche. Du coup, bon, je suppose que vous essayez d'abord naturellement. Tout à fait, oui. On essaye, en plus avec toutes les astuces de grand-mère, on prend la température, je lève les jambes, je Il y a un m'assieds. truc avec la température. En gros, la température, il y a une variation dans la température du corps de la femme selon sa phase menstruelle. Si elle est en ovulation. Ah ouais? Ouais. C'est fou, on en apprend tous les jours. Tous les jours. Ah mais je suis blindée. Comme apparemment avant d'avoir l'intimité, des fois c'est recommandé, astuce de grand-mère, hein, c'est pas véridique, un petit verre de vin blanc. Ouais, masser les cuisses pour faire remonter la testostérone. On essaye naturellement, mais on se booste avec toutes ces méthodes de grand-mère, on sait même pas si ça marche. Mais On essaye, ouais, on tente essaye. tout. Rien ne marche. Les 3 premiers mois, je fais des grossesses nerveuses, c'est-à-dire que je n'ai pas mes règles, j'ai tous les symptômes d'une grossesse. Dès que je fais le test urinaire, il s'affiche négatif 1 heure après j'ai mes règles. Ok, Il me d'accord. faut un test négatif pour déclencher mes règles en fait. Ok, d'accord. Tellement que je suis... Je connaissais pas, je pensais pas que c'était possible d'avoir ça. Tiens. Moi non plus. Ah ouais, c'est fou. Le premier mois, j'avais attendu 2 jours de retard pour faire le test. Le deuxième mois, 1 semaine. Le troisième mois, quand même, j'ai attendu 15 jours de retard. Et à chaque fois, ça venait que après le test. 1 heure après, quoi. Ou alors même des fois une demi-heure après. C'est vraiment... Il fallait le test Et négatif. ça devait être des fausses joies à chaque fois, en fait. Je vais te dire, mais Ouais. ça y est, je suis enceinte, c'est bon. C'était dur. On a très vite reconsulté. Ouais. Au début, je me suis pris vraiment une avalanche de comment dire ça, des médecins en fait qui prenaient pas au sérieux parce que je suis jeune. Oui, Voilà. oui, bah oui, Jeune, c'est vrai que madame. tu t'arrives à 18 ans, tu te dis ça fait 3 mois qu'on essaie d'avoir un bébé, ça marche pas. C'est vrai qu'il y avait un peu ce truc de c'est bon, c'est pas pressant quoi. C'est ça.
Donc j'y retourne à 6 mois d'essai, mais directement au lieu de voir un médecin, là je vais directement à mon gynécologue traitant. Je me heurte aussi un petit peu à un mur de voilà, vous êtes jeune, machin, on est dans la fleur de l'âge, je me fais pas de soucis pour vous. Par pitié, arrêtez les médecins avec vos stéréotypes de vous êtes jeune, alors juste écoutez vos patients. Enfin, exactement, on le sent, je l'ai senti, j'avais raison. Voilà, non mais vraiment, enfin, c'est ton corps en fait, tu sens ce qui se passe et c'est vrai qu'en vrai à 18 ans, tu te dis tu te protèges pas pendant 6 mois, il n'y a rien du tout, même pas un mini accident, même pas rien. Sachant que mon mari et moi, chose qu'il ne faut pas faire, on s'est protégés qu'une seule fois. Oui, on avait fait les tests, voilà, mais il aurait dû avoir ne serait-ce qu'un accident, j'avais 18 ans, il en avait 23. Donc j'insiste quand même auprès du gynécologue, il finit par me faire des examens où en gros on check mon ovulation, on fait un prélèvement pour voir si les spermatozoïdes circulent bien dans la cavité, machin et tout. Et on fait ce fameux prélèvement. Je reçois un mail de mon gynécologue pour les résultats. En gros, il me dit machin, j'ai reçu vos résultats, voici les coordonnées de ma consoeur en PMA, veuillez prendre rendez-vous, point. Là, il est top ton gynéco, tu vois. On m'a pas expliqué, bon bah j'ai les résultats, il y a tel souci qui se présente, faudrait envisager de passer vers un centre de PMA. Et qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? À ce moment-là, je sais très bien que PMA ça rime avec pas d'enfant naturellement. PMA ça rime aussi avec infertilité, problème à concevoir plus sérieux. Alors, bon, du coup on se retrouve avec mon petit loulou, retour de sieste, on est reconduit, donc les enfants sont les bienvenus évidemment. Alors, du coup on en était, tu m'as expliqué donc qu'à ce moment-là pour toi PMA ça rime avec l'impossibilité d'avoir des enfants naturels, etc. Est-ce que toi tu le vis comme c'est de ma faute ou est-ce que tu restes très ouvert et plutôt tu le vis un peu comme une injustice? Comment tu le vis un petit peu ce moment où tu apprends ça? C'est un moment où en fait je suis très triste. Je m'effondre un petit peu parce que moi je le vis comme une perte en fait. J'ai perdu la possibilité d'avoir des enfants naturellement. D'accord, ouais. Donc c'est vrai que ce moment je le prends pas en mode je suis en colère, pourquoi, c'est injuste, machin. Non, vraiment c'est juste je m'effondre sur le moment de j'ai besoin de pleurer, je suis triste en fait. C'est vraiment de la tristesse. D'accord, ok. Et du coup après, donc, vous allez voir le centre de PMA que vous a recommandé le médecin? Tout à fait, oui. On a un premier rendez-vous avec la gynécologue qui en soi ne se passe pas mal. Mais là, du coup, on nous explique les fameux résultats des examens, où il s'avère du coup que c'est mon mari qui a un petit souci de son côté. Mais elle nous dit qu'elle garde franchement bon espoir pour nous, que c'est pas de la stérilité. Stérilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout avoir d'enfant naturellement. Là, on est sur de l'infertilité. Comment vous procédez? Alors, du coup, nous, ce qui est préconisé par les gynécos, c'est la fécondation in vitro en ICSI. En gros, on vient de ponctionner mes ovules, on prend les spermatozoïdes de mon mari, on les féconde, et du coup, comme c'est en ICSI, en fait, dans les spermatozoïdes de mon mari, ils viennent sélectionner certains spermatozoïdes. D'accord, ok. Et ils l'injectent directement dans l'ovule. Ah oui, c'est quand même... C'est pas juste en mode on les met dans une boîte ensemble et on les laisse faire. Vraiment, c'est injecté directement, c'est sélectionné. Oui, parce que du coup, toi, c'était un problème c'était les spermatozoïdes qui avaient du mal à se mouvoir, c'est ça, de Tout à fait. Et du coup, il fallait vraiment donc, les implanter directement dedans pour que ça puisse... C'est ça. Ok, donc là, du coup, donc une fois que vous avez un peu ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des examens à faire? Tout à fait. Avant chaque PMA, il y a une grosse batterie d'examens à faire. Moi, entre guillemets, c'était un peu moins long comme batterie d'examen parce que je suis jeune. Par exemple, l'hystérosalpingo, j'ai jamais eu à la faire. Donc du coup, tu fais une batterie d'examen. Tout à fait. Et après, c'est le début. C'est le début du protocole. Et là, qu'est-ce que t'as des piqûres? Je vois souvent ça, il y a une histoire de piqûres pour stimuler. Tout à fait. J'ai un traitement de stimulation par injection tous les soirs. J'ai une deuxième piqûre à faire aussi tous les soirs pendant environ une douzaine de jours. Ça dépend, ça peut être 13, 14, 15. Ça fait mal? Non, il y en a une des deux qui fait vraiment pas mal. Mais limite, si je regarde pas, je me rends pas compte que j'ai une piqûre, quoi. Je sens rien. Et la deuxième, je dirais pas qu'elle fait mal, mais elle est pas agréable. Ok. Pas très cool à faire. Ouais. Ah, puis surtout, je pense qu'il fait de se piquer soi-même, ça doit être un peu... Parce que c'est pas une infirmière qui vient, c'est toi qui le fais... On peut demander une infirmière. Ah ouais, ok. Ah, je pensais pas. Oui, on peut demander une ordonnance pour avoir une infirmière. Ça, c'est bien à savoir. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit quelque chose que je fasse avec mon mari. Pour aussi, entre guillemets, avoir sa participation. Parce que clairement, dans le protocole, c'est clairement moi qui... Voilà, c'est moi qui fais tout.
Et du coup, c'était important pour moi qu'ils me fassent mes piqûres, qu'ils participent vraiment activement au protocole et pas juste comme simple spectateur. Et est-ce que du coup, justement, comme tu dis, c'est toi qui fais tout, entre guillemets, est-ce qu'il arrive quand même à se rendre compte qu'il est en parcours pour devenir papa? Ou il a vraiment plus de recul que toi qui est déjà vraiment dans le parcours à ce moment-là? Je pense qu'il ne se rend pas encore compte à ce moment-là. Parce que ça reste très abstrait, il me voit juste prendre des médicaments, de me faire des piqûres. Il n'y a pas cet aspect bébé quand on est en protocole. Même moi, j'occultais l'aspect je fais ça pour avoir un bébé. Ouais. Je me disais, j'ai ça à faire, faut que je le fasse. Du coup, donc après ces piqûres, qu'est-ce qui se passe? Comment vous... Alors pour le coup, après les piqûres, c'est là qu'on fait la ponction. Donc en fait, c'est sur une journée, moi, le matin, je passe au bloc. Ouais. Moi, le matin, je passe au bloc opératoire. Et en fait, pendant que moi, je suis au bloc, qu'est-ce qu'il fait mon mari? Il va faire son recueil de sperme de son côté. Ok. Comme ça, mais les ovules, les spermes, tout est récolté en simultané. Et dans la journée, il me semble... Comment, c'est pas trop intime, pour la ponction, comment ça se passe? C'est comment là? Alors, je sais pas si tu as l'image, tu sais, quand à l'ancienne, quand tu fais cuire un cochon au-dessus d'un feu. Alors j'ai l'image, mais le fait que ce soit en lien avec tes ovules, ça me fait un peu flipper. Et bien en fait, tu te fais embrocher. Ok. En fait, c'est vraiment une... Je sais même pas si ça s'appelle ça une aiguille, une sonde, enfin... En gros, il y a tout ça qui... Enfin, tout ça, ou peut-être ça, ou... T'as vu la taille, ouais. Mais très 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 long, plus de 30 Ça t'a cm. impressionné, ouais, c'est long. Et c'est pas quelque chose de souple, c'est vraiment... On vient t'embrocher. Et tu t'es endormi? Pas forcément, tu peux faire en anesthésie locale, ou en général, ou même sous sédation. Ok, mais non, mais rassure-moi, t'as choisi l'anesthésie générale. Pas la première fois. Mais t'es suicidaire. Oui. Et du coup, t'as eu mal? J'ai eu plus mal qu'à mon accouchement. Ok. J'ai eu extrêmement mal. Après, chaque femme ou personne qui fait la ponction le vit différemment, mais personnellement, dans mon cas, j'ai eu extrêmement mal. Mais l'anesthésie locale, elle n'a pas anesthésié. J'ai pas l'impression qu'elle ait marché. Ok. Ou alors, vraiment, c'est que c'est une torture et que l'anesthésie locale a diminué la douleur et que c'est encore pire. Du coup, tu fais cet acte de torture horrible. Oui. Et après, donc eux après prennent vos deux parties et les assemblent. Mais c'est exactement enfant de 5 ans. Mais c'est exactement ça. Voilà. Et du coup, après, il y a le moment où toi, on te les insère, du coup. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, il n'est pas encore... faut vraiment avoir des bonnes conditions que l'embryon soit bien, mais qu'aussi l'endomètre, donc l'épaisseur de l'utérus, soit bien. D'accord. Donc c'est par rapport à ton cycle, ça? Tout à fait. Donc moi, on me fait le transfert sur un cycle naturel, mais on me le fait en décalé parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une hyperstimulation. Et donc j'avais encore 3 semaines de piqûres parce que j'avais des risques d'embolie pulmonaire ou autre. Et ça, c'est lié aux piqûres que tu as fait? Ouais. Ok. C'est à la stimulation. C'est parce que de base, déjà, tu stimulais bien? Ouais. Ok. Donc c'est lié à la J'ai une bonne production mensuelle, comme j'aime bien dire. Et du coup, tu étais obligée de te faire malgré tous les piqûres, malgré le fait que tu produis bien naturellement? Bah apparemment oui. Ok. Et du coup, à ce moment-là, quand ils fusionnent les ovules et les spermatozoïdes, il y en a qui survivent, il y en a qui survivent pas. Comment ça se passe un petit peu la culture du coup? Alors, en fait, on les pousse au stade de blastocyte, donc à J5, on les laisse entre guillemets en culture 5 jours, qui se développent. Et au bout de ces 5 jours, soit on peut en transférer des frais, enfin un frais, ou congeler. C'est au choix. D'accord. Ok. Et du coup, vous, tout chien, qu'est-ce qui se passe après cette culture? Vous en avez Alors, tienne? il me semble qu'à la fin de la première fois, je sais plus, je crois qu'on en avait 4 d'embryons en tout. C'est bien. Mais à la fin des cultures, il n'y en avait plus qu'un. Les autres n'ont pas tenu les 5 jours D'accord, ok. de culture. Et du coup, cet embryon qui reste, on te l'implante? Tout à fait, on fait un transfert frais, c'est-à-dire qu'on ne congèle pas et qu'après ces 5 jours-là, donc environ une semaine après la ponction, on fait le transfert. Est-ce que le fait que ce soit congelé ou frais a une incidence sur la tenue de l'embryon? Non, Non, il y a pas à ma connaissance, du moins les médecins m'ont toujours certifié qu'il n'y avait aucune différence. Et la preuve, mon bébé était un embryon congelé. Ah oui, ok. Il était congelé. Ok, d'accord, je savais pas du tout que l'embryon était un embryon congelé, tu vois. Tout à fait. Donc du coup, on t'implante.
Et là, mais l'attente doit être horrible, là. Parce que là, t'attends, du coup... 15, en moyenne, on recommande d'attendre 12 à 15 jours. Ok. Et comment tu fais? On n'attend pas. Ah oui, parce que je me disais, non, mais ça va être horrible, d'attendre 12 jours et de dire est-ce qu'ils se développent ou pas? S'il y a des femmes en PMA derrière cet écran, elles savent. Ah On ouais. fait pipi sur le bâton avant l'heure. On n'attend pas la prise de sang. Mais j'imagine, mais en même temps, l'horreur d'attendre 15 jours, il faut vraiment avoir la motivation, quoi. En plus, on va te dire, faut pas trop y penser, si tu stresses, ça va pas Mais bien. t'es Pour obligé la d'y penser. lubrification, pour l'implantation, le machin. Et toi, t'es en mode, j'ai un bébé dans le bide, il faut qu'il s'accroche. Et en plus, avec tout le parcours que t'as fait. Mais encore heureux que t'y penses, enfin, Ah oui. franchement. Clairement, on y pense trop. Et du coup, bon, ouais, je suppose que tu étudies sur ce bâton avant, donc tu fais un test de grossesse. Tout à fait, je fais 2 tests de grossesse à 1 ou 2 jours d'intervalle. Et positif. Ok. Dès la première PMA, donc, et puis moi je me voyais enceinte, j'étais vraiment partie en mode je vais être enceinte, à telle date aux autant de semaines. Oui, t'avais pas du tout de recul, t'étais vraiment ça va fonctionner. J'étais dans la naïveté et l'insouciance complète. Ok, au final, positif. Au final, test positif, mais le taux était pas très très élevé, je crois que j'étais à 50 en taux bêta, c'est Ouais, ok. très très bas, Ouais. mais positif. Moi je retiens que ça sur le moment. Oui, bon, puis en plus, tu connais pas encore trop les bêta-CG, c'est vrai qu'on connaît quand on a fait la première grossesse, mais à ce moment-là, tu connais pas encore. Non, j'ai 19 ans, j'ai un test de grossesse positif, après une fécondation in vitro. Tu te dis let's go, ça y est, je suis Bah maman oui. dans 9 mois, quoi. C'est ça, tout à fait. En plus, j'avais pas dit à mon mari, il était au travail pendant que j'ai eu les résultats de la prise de sang. Donc moi, je cours au magasin à côté de chez moi, j'achète un petit bolide, des petites chaussettes et tout, je mets dans une boîte avec un test de grossesse positif et tout, pour lui annoncer. Parce quand on est en PMA, souvent, t'as pas ce kiff de pouvoir annoncer comme ça. Oui, tu Donc, voulais un je- peu un truc. C'est ça. Je le fais quand même. Donc je l'annonce, il s'effondre en larmes, pourtant, Dieu sait qu'il pleure jamais, trop content. Mais on me dit quand même, voilà, le taux il est pas fifou, on va faire des prises de sang tous les 48 Ils heures. vous préviennent à ce moment-là, du coup, ta sage-femme, ils vous préviennent que c'est pas. Non, on me dit juste, bah c'est bon, c'est positif, juste le taux est pas très très élevé, donc on va juste surveiller qu'il double bien tous les 48 heures, quoi. Oui, en soi, pas alarmant, étant donné que c'est en début de grossesse, que Tout à ce soit fait. pas hyper élevé, vu que c'est vraiment le début. Exactement. Et du coup, tous les 48 heures, tu fais les prises de sang. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça donne? Et deuxième prise de sang, mon taux est genre à 23. Ouais, Il baisse, ça a divisé limite par 2. Alors, du coup, il faut savoir que quand on est enceinte, le taux augmente x2. Du coup, il se double. Toutes les 24 heures, 24 ou 48 heures, je ne sais plus. Ouais, je crois. Et on est censé doubler. Donc, généralement, quand ça rétrécit, c'est signe d'une fausse couche, malheureusement. Exactement. Mais moi, ça, je le savais pas. Ok. Je savais que c'était pas bon si ça diminuait, mais je savais pas que c'était la fausse couche, quoi. Oui. Donc j'appelle le labo, parce que bon, je sais que c'est pas bon signe non plus. J'appelle, machin, bonjour, j'ai raté le bonus, machin et tout. Et je dis, bah voilà, j'ai eu mon taux, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, ah rien, on replanifie des prises de sang tous les 48 heures pour vérifier que la fausse couche se passe bien. Pardon? Et moi là, je me dis, la fausse couche, mais de quelle fausse couche elle me parle? Je suis encore enceinte, mon taux est encore positif. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, je suis encore enceinte, et elle me parle en mode vraiment, la fausse couche elle est inévitable. Et en gros, elle est en train de me dire au téléphone, tu vas perdre ton gamin, tu sais pas quand, tu sais pas comment, Mais c'est et quoi, tu peux rien y faire. mais c'est quoi ce manque de tact en fait? Mais elle pensait que tu savais déjà que t'étais en fausse couche? Je pense, parce que Pour l'annoncer comme ça, c'est inhumain. c'est quoi. ça, Enfin, vraiment, comme dire, ah, on check que la fausse couche se passe bien. Moi, Oui, vraiment, c'est- j'étais en mode, mais de quelle fausse couche elle me parle? Je suis encore enceinte. J'ai encore mon taux Ah, négatif. mais la violence de l'appel. Ah, mais c'est simple, je prends sur moi juste les 3 minutes de l'appel, je raccroche, et en fait, j'ai même pas le temps de poser mon téléphone sur la table, et j'en m'effondre. Mais vraiment, je tombe au sol, je m'écroule. En fait, le poids de la fausse couche qui vient m'écraser. Vraiment. Est-ce que tu as été accompagnée par des médecins durant ta fausse couche? Non, T'as pas eu de soutien, on t'a pas proposé un soutien psychologique dans ton centre de PMA? pas du tout. Alors, si, on m'avait parlé qu'il y avait des. Mais pas dans le cadre d'une fausse couche. Là, même la gynécologue m'aurait dit, ah voilà, je sais ce qui s'est passé, est-ce que vous souhaiteriez voir un psy? Non. Et j'aurais aimé que, certes, on me rassure en me disant, ça va aller, tu vas t'en remettre, tu vas réussir à te relever, plutôt de me dire, bah, c'est rien, c'est bon, ça va. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as besoin d'être soutenue à ce moment-là et qu'on entende ta douleur et t'avais tellement envie d'avoir cet enfant. Enfin, Tout à fait. et comment, à ce moment-là, comment ton conjoint est avec toi quand tu l'apprends? Ouais. Ouais. Comment lui réagit, comment il le vit? Clairement, il tient pour moi. Il tient pour moi, et c'est une fois, entre guillemets, que la tempête est passée, au bout de 2-3 heures, où vraiment j'ai tellement pleuré, que j'ai une migraine, que je m'allongeais, que j'entends dans le salon qu'il a l'air pas bien, qu'il a l'air de pleurer.
et vit l'émotion après coup. Et du coup, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous vous relancez dans un parcours de PMA ou est-ce que justement vous avez besoin d'un temps et tu prends un temps pour te reconstruire ou est-ce que on repart? Non, je suis repartie direct. Je suis repartie direct parce que c'était un désir qui devenait de plus en plus fort de devenir maman. Et je voulais pas rester sur un échec. Et on est reparti direct plein d'ambition. Où en plus mon mari me disait bah voilà, on a fait une première PMA, maintenant ils connaissent la réaction du corps à la stimulation, voilà, ils connaissent. Il faut voir un peu plus s'adapter. C'est ça, et on va pouvoir ajuster, machin, tout ça. Donc on repart direct 2 mois plus tard, juste le temps, voilà, faut quand même au moins un cycle naturel pour que le corps déjà se remette parce qu'on va quand même stimuler, ponctionner. Oui, et puis il y a quand même eu un bébé, donc il y a quand même des choses qui se sont passées à l'intérieur de toi. Donc juste on attend un mois ou deux, et un mois ou deux plus tard, du coup, voilà, on fait un rebelote, on recommence tout. Et donc là, tu recommences tout le parcours, les piqûres et tout. Est-ce que tu as des batteries d'examen à refaire ou vraiment on passe directement? Non, pas besoin d'examen à ce moment-là. On repart direct en piqûre, en traitement. Et entre guillemets, ça marche super bien. Mais vraiment. Quand souvent on dit qu'une PMA marche bien, souvent on a quoi 13, 15 ovules, 6, 7 embryons maximum. Et c'est déjà bien réussi. On m'a ponctionné 40 follicules, plus de 20 ovocytes, 19 embryons. Waouh! Ah oui, donc là, ça fonctionne quoi. Mais là, du coup, c'est dans la tête, c'est sûr que là, ça y est, on va avoir un embryon. Enfin... Bah, dans ma tête, quand on annonce ça, donc au début, avant les 5 jours, je dis à Rémi, à mon mari, je dis chill, tranquille, même s'ils tiennent pas tous, on en a 19. Oui, on en aura forcément un de congelé. Ouais, c'est ça, limite, tu peux en congeler et voilà. C'est ça. Et du coup, ils font la culture des 5 jours? Tout à fait. Aucun ne tient les 5 jours. Sur les 19, il n'y en a aucun qui a tenu? Une bulle, zéro, rien, nada. À ce moment-là, je suis en colère. Le début de la PMA, j'étais surtout quand on n'était pas dans la tristesse. Là, je suis dans la colère à ce moment-là. C'est pas possible, une aussi grosse perte, c'est pas normal. Et là, je suis vraiment à un stade où j'ai perdu confiance en mes médecins. Et t'en parles avec eux de ça, de ta perte de confiance en eux? Non, je leur en parle pas parce qu'en fait, je suis en colère. Je suis comme une enfant frustrée, enfermée en mode je veux plus parler. C'est un peu ça avec je veux plus vous parler, je vous déteste, vous m'avez trahi. Je comprends, en même temps c'est tellement dur comme sentiment. Puis il y a déjà eu la fausse couche avant, là tu te dis allez c'est bon, on y retourne, c'est ok. Là c'est pas ok du tout. Qu'est-ce que tu fais? Vous partez encore une fois dans un parcours? Non, là on n'y arrive plus, je dois avoir un psy et tout, je suis clairement pas bien. Et donc là il y a une vraie conséquence psychologique de tout ça. Ouais, j'ai dû retourner au centre médico-psychologique de ma ville. Parce que du coup, sachez-le, il y a dans chacune des villes des CMP, donc centres médico-psychologiques, qui accueillent que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes pour un suivi psy 100% gratuit, donc il n'y a pas de limite de séance, il n'y en a rien du tout. C'est 100% gratuit, donc dans ce genre de parcours ou à tout autre moment de votre vie, ça peut être sympa de savoir qu'on a des psychologues disponibles pour nous accueillir, du coup. Donc tu vas à ce CMP, tu fais un suivi psy. Tout à fait. Qui dure combien de temps? Oh, je sais plusieurs mois, ça je sais, mais je ne saurais pas dire si ça a duré 6 mois ou 1 an. Et on prend le temps de se marier avec mon mari. En fait, on est vraiment dans une phase où notre couple a souffert et on veut reprendre du bon moment entre couples. T'as vu un impact du coup sur ton couple? Oui, ne serait-ce, c'est tout bête, mais sur l'intimité du couple, ça nous a un petit peu cassé notre intimité. T'es dans ce truc tellement médical qu'en fait... C'est ça, mon corps est complètement médicalisé. Et c'est vrai que les rapports intimes, avant il y avait ce truc de et si jamais pendant cet acte d'amour intense, une vie se créait, il n'y a plus cet aspect de peut-être juste dans l'intimité de l'amour, peut-être qu'on va faire un bébé, ça n'existe plus. Ouais, donc tu perds un truc. On perd un truc dans notre couple. Ok, tu sens que cette période un petit peu de break, on va dire, vous fait du bien? Ouais, complètement. Tu sens que ça t'a ressourcé? Ah oui, clairement, et je pense qu'on a vraiment bien fait, parce que aussi, pour moi, avoir le temps de faire une vraie coupure et de me détacher de l'image médicale que j'avais de mon corps. Aussi de retrouver mon aspect femme, féminine, parce que je me suis vraiment médicalisée comme un outil d'enfantage limite.
Ouais. Et donc, à quel moment vous vous dites là, je me sens prête, on y retourne? Vous en parlez ensemble En fait, on s'est mariés tout ça et juste après, quelques temps plus tard, j'ai trouvé un nouveau travail qui était plutôt pas mal au début. Et je me sentais vraiment bien, voilà. Je sais pas comment dire ça, mais il y avait un élan de positivité dans notre vie, je sais pas comment l'expliquer. Il y avait un truc où on s'est dit, là c'est peut-être le moment. Donc du coup, je contacte un autre centre de PMA qui est le centre de Jeanne de Flandre, qui est très bien réputé. Et je les appelle, je leur dis, bah écoutez, voilà, j'explique la situation, je dis, on préfère notre PMA chez vous. Il nous reste encore 2 protocoles, parce qu'on a le droit à 4 fécondations de vitro. Donc elle me dit, bah écoutez, ça va être compliqué quoi, il n'y a pas eu d'erreur médicale, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de motif qui ferait que vous pourrez vous accepter. Il y a beaucoup d'attentes. C'est ça. Du centre. Donc je me dis, bon bah, compliqué quoi, elle me dit, bah envoyez-nous votre dossier. Donc voilà, on fera une commission, machin, et on verra. Je suis rappelée moins de 3 jours plus tard pour me dire votre dossier est passé, on vous prend. Ok, donc qui c'est qu'il y a eu un problème avec le dossier à un moment X ou Y pour que du coup ils prennent... Dans tous les cas, ils estimaient qu'ils pouvaient faire mieux. Du coup, tu repars avec cette nouvelle équipe médicale, vraiment un grand renouveau. Ouais. Ça se passe bien avec eux, t'as trop bien. Tout va bien, ouais. Tu te sens J'accroche. soutenue, Je me sens soutenue de tous les côtés. On m'envoie voir la tabacologue qui me conseille pour l'arrêt de tabac. J'ai un suivi psy. Aussi, vraiment, j'ai un suivi, je crois que ça s'appelle pluridisciplinaire, où vraiment j'ai plein de corps de métier, tabacologue, psychologue, il y a tout le monde qui vient m'aider. Ouais, donc la vie, ils sont hyper accompagnés. Bah, en fait, je me sens vraiment encadrée en mode si le moindre faux pas, j'ai quelqu'un. J'ai toujours un contact, vu que l'autre cabinet privé là, injoignable au téléphone, super galère et tout. Là, j'ai toujours quelqu'un. Je me sens vraiment encadrée et même soutenue en fait. Ouais, c'est génial. Et du coup, comme tu commences dans un nouveau centre, tu as des nouveaux examens à faire ou tu reprends au même stade où tu étais On refait des examens parce qu'entre deux, il s'est aussi écoulé quasiment 2 ans. Ok. Donc, on doit tout refaire. Et au final, on nous parle même d'un examen que mon mari pouvait faire. En gros, c'est comme si vous voyez gynécologue, mais pour les hommes, pour voir s'il n'y avait pas une varice ou quoi. Un truc qu'on nous a jamais proposé de faire avant. Parce que la dame nous a dit, enfin la gynécologue nous a dit que c'est bête, mais s'il a une varice, une simple petite intervention chirurgicale, ça peut régler le souci. Au final, il n'y avait pas de varice, mais si on avait eu une simple opération, on n'aurait plus eu besoin de PMA du tout. Ouais, je pense que tu l'as vraiment vécu en mode en colère quoi. Si voilà, je pense qu'une partie de moi se serait dit, mais dans l'extrême, je vais poursuivre en justice et tout, machin. Ah bah non, mais je peux comprendre, enfin, c'est 9 mois de vie à enchaîner les examens médicaux pour rien. Enfin, bon, au final, c'était pas ça, malheureusement. Et donc, du coup, vous reprenez le parcours, donc vous faites les examens, et après, ça repart pour une insémination. Tout à fait. Enfin, pareil, une fécondation in vitro. Oui, pardon. On fait la récolte d'ovules, machin et tout, et là, on obtient 5 embryons. Ok, bien. AJ5, 5 jours de culture. Ah oui, donc après la culture, 5 embryons. Sauf qu'il y en a un dernier qu'ils ont essayé de pousser à J6 parce qu'ils se sont dit, ah, si on le pousse, il y a peut-être moyen. Ils l'ont poussé à J6 et on a eu un autre embryon en plus, donc on a 6 embryons à ce moment-là. Ok, trop. Donc là, espoir de dingue. C'est ça. Juste là, j'ai refait une hyperstimulation. Ouais. Mais la dernière fois, j'avais pas de traitement, rien. Juste, on m'a dit, bah, restez chez vous, reposez-vous, vous avez fait une hyperstimulation. Okay. Là, on m'a refait un traitement, 3 semaines de piqûres, machin et tout. Ouais, on t'accompagne. On m'accompagne. Ouais, toi en tant que femme et pas juste tes machines à bébé quoi. C'est vraiment là, on prend soin de ton corps pour accueillir après ton bébé. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, on congèle les embryons. Ok. Donc ce petit bébé sort du congélo. Ok, et c'est pour ça que t'es aussi frais. Du coup, on te met ton petit bébé à l'intérieur de toi. Donc 2 mois après le protocole, on met le bébé. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a l'image échographique quand on nous fait le transfert dans l'utérus. Donc techniquement parlant, la première fois, enfin ces premières secondes dans mon corps, on les a vues. On a les images. Ça. C'est dingue. Du coup, t'attends les 15 jours ou tu fais un petit test avant? J'attends 8 jours. Et au bout de 8 jours, c'est déjà positif? C'est positif. Ok. Et du coup, prise de sang? Prise de sang. J'ouvre le papier, en plus c'est en ligne, donc je mets les mots de passe, machin, et je vois le papier, donc moi je fais il est où le taux? Je vois le taux et je bug. Je me dis
Quoi? Je vois un taux à 608. Waouh! Ah, c'est énorme par contre! On nous a programmé une écho de natation, alors qu'on connaît la date, mais juste pour checker si on avait bien un ou deux. Ah ouais, c'est sûr que ça va pas une grossesse gémellaire. Parce que oui, en plus, c'est un risque un peu plus élevé en PMA, il me semble, la grossesse gémellaire. Enfin, multiple en tout cas. Pas forcément plus élevé, mais c'est pas quelque chose de rarissime en PMA. Du coup, il y en a qu'un. Il y en avait qu'un, mais du coup, ça pétait le feu. Vous aviez peur au moment où vous vous êtes dit il y en a deux? Comment vous. Parce que. Moi, j'étais trop contente. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui, tu joues avec deux? Non. C'est vraiment un truc que quand on n'a pas encore le bébé, on se dit trop bien, il y en a deux. Après, un, c'est bien. Maintenant, quand je vois une maman avec des jumeaux, je me dis oh la force. T'es trop forte. Comment tu fais? Comment tu vis ce début de grossesse? Alors, début de grossesse très compliqué parce que quand on ne peut pas avoir d'enfant, on se dit que peu importe les difficultés, on sera forcément super content et super heureux. Or, là, c'était pas forcément le cas parce qu'en fait, je me suis mangé une chute de 10 étages parce que j'ai tellement idéalisé, idolâtré le fait d'être enceinte que quand c'est arrivé, je me suis pris tous les symptômes en pleine tronche, quoi. Et j'ai devenu très très En plus, on va pas se mentir, le début de la grossesse c'est très 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 compliqué. Est-ce que tu as eu, du coup, ça a été plus hard au niveau physique ou au niveau émotionnel? Alors, je suis désolée, juste si vous entendez beaucoup de bruit, c'est mon fils qui joue par terre. Émotionnellement, parce qu'en fait, du coup, comme physiquement ça me mettait KO, j'avais l'impression de faire une dépression. Et c'est ma psy qui m'a dit bah oui, en fait, le premier trimestre, ça part beaucoup à une déprime, on n'arrête pas de vomir, on est tout le temps fatigué, on doit rester au lit. Ouais. Elle m'a dit c'est normal ce que je ressentais, mais je savais pas, du coup, je me suis pris un peu une claque au début, quoi. Ah bah, en même temps, je pense qu'on peut pas s'imaginer à quel point la grossesse, ça peut être violent. Ouais. Franchement. Et moi, je sais que, bah, comme toi, j'avais ce rêve d'avoir un enfant depuis toujours. Et en fait, j'étais tellement contente de l'avoir, même s'il est arrivé de manière assez inopinée, que j'ai mal vécu le fait de ne pas être heureuse pendant ma grossesse. Parce que j'étais en mode, mais attends, tu donnes la vie, c'est magnifique, mais tu devrais être la plus heureuse du monde. Et en fait, je suis une mère trop nulle à pas être heureuse et limite à me dire, mais tu vas pas aimer ton enfant, quoi. Moi, je me disais que je ne ressentirais pas l'amour comme toutes les femmes le décrivent. Voilà, cet amour un peu waouh qui arrive d'un coup, Voilà, ouais. Et en fait, c'est hyper culpabilisant. Cette image justement qu'on a un peu qui nous vient des films et tout au final. Hein. Du truc, ah mais ouais, je suis enceinte, je suis hyper jolie, hyper voilà, je suis manicurée et tout. Mais vraiment, et cette image elle est mais violente parce que toi quand t'arrives, t'es en gros pantalon de grossesse, dégueulasse, legging, tes cheveux en chignon. Le nez de grossesse. Le nez de grossesse? T'as pas eu ça? Non. T'as pas eu le nez de grossesse? C'est quoi? Ton nez qui gonfle à mort pendant que t'es en bloc. Pas du tout. Oh. Je connaissais même pas, vous connaissez pas, je sais pas si vous avez ça, mais... Moi j'avais entendu parler, je pensais que ça m'arriverait pas, ça m'est arrivé. Moi j'ai eu le visage de grossesse, j'ai le nez énorme. Mais d'ailleurs moi pendant ma grossesse j'ai perdu du poids au début. Pareil. Toi aussi pendant le premier trimestre? Non, jusqu'à 5 mois, j'ai perdu du poids. À peu près pareil, ouais. À peu près, et après, à 5 mois, j'ai pris 5 kilos d'un coup dans le mois. La même chose, exactement la même chose. Et justement, comment tu as vécu toi un peu ce rapport au corps? Parce que je pense que comme tout le monde, tu t'es imaginé le ventre enceinte, elle va être trop bien dans ton corps, trop heureuse et tout. Comment tu l'as vécu en réalité? Bah comme j'en ai chié pour tomber enceinte, j'ai pas été beaucoup complexée ni rien, je le vivais très bien. Sauf au moment de la prise de poids. Parce qu'en gros, les 5 premiers mois, j'ai perdu du poids. Ouais. Et au 5e mois, j'ai pris 5 kilos. Et c'était le check-up mensuel avec ma sage-femme. Ma sage-femme n'était pas là, c'était une remplaçante. Elle m'a dit quand même, madame, 5 kilos en un mois, c'est beaucoup, machin. Et je me suis mis un tronc dans la tronche. Mais tu sais que ça, j'ai entendu plein d'histoires de femmes qui disaient non, mais moi, ma sage-femme m'a dit qu'il fallait limite que je me mette au régime. Bah, fiché quoi. Enfin, vous êtes enceinte. C'est peut-être une fois dans votre vie, mais alors profitez quoi. Et moi, ma sage-femme, c'est pas ça, c'est la remplaçante et tout. Et c'est même mon mari qui intervenait en disant écoutez, ma femme, ça fait 5 mois qu'elle perd du poids. Alors, oui, elle a pris 5 kilos, mais c'est les premiers 5 kilos qu'elle prend au bout de 5 mois de grossesse quoi. Bah oui, non, mais ça fait 5 mois qu'elle est enceinte, ça fait 1 kilo par mois quoi. T'es enceinte, t'as le poids du placenta, du bébé, du liquide amniotique. Enfin, en fait, t'as limite juste pris le
poids de ton bébé et du liquide, quoi, tu vois. C'est ça. Et quand ma sage-femme est revenue, qu'on lui a expliqué, elle a présenté ses excuses, en mode je suis désolée qu'elle vous ait dit ça, machin, enfin. Et du coup, dans le niveau symptômes, toi, t'as eu pas mal de nausées. Oui. Pendant 6 mois, je crois. Ouais, j'ai vomi jusqu'à 6 mois de grossesse. Ouais, donc c'est énorme. Et on m'a donné que du Vogalène. Alors qu'il me semble qu'il y a des médicaments en plus. Il y a du carrément à ce qui paraît qui marche mieux que Vogalène. Apparemment, parce que Vogalène, on va pas se mentir, c'est comme si on te donnait un spasson pour les contractions. Quoi. Oui, c'est ça. Ou ouais, bah, ce qu'ils font d'ailleurs. Soit dit en passant, on m'a offert la possibilité de prendre un spasson quand j'étais en plein déclenchement. Ah. Ouais, donc toi, t'as eu nausée. Jusqu'à 6 mois. Et il t'est arrivé quelque chose pendant ta grossesse Au tout début de ma grossesse, en fait, moi j'ai continué le travail. Dans des circonstances particulières, il y avait un nouveau manager adjoint avec qui, moi, ça passait pas parce qu'il a annoncé ma grossesse à ma manager avant que je puisse le faire. Pas très cool. Vous n'êtes pas obligé en fait d'annoncer votre grossesse à votre employeur, il faut le savoir. Vous avez le papier à envoyer, mais avant d'envoyer ce papier, finalement, vous n'êtes pas obligé d'annoncer votre grossesse à votre employeur. Mais bref, je tirais sur la corde clairement au travail. Il n'y avait rien qui a été mis en place pour moi, sachant que j'étais tout le temps debout, dans les escaliers, etc. Et je suis tombée au travail du haut des escaliers en fait. J'ai littéralement dégringolé tous les escaliers. Mais t'étais à combien de mois de grossesse? J'étais à 14 semaines d'aménorrhée et quelques jours. T'as déjà tellement de stress, en plus avec ton passif de fausse couche et tout. Alors c'est simple, j'ai dévalé tous les escaliers, j'ai eu 0 douleur. J'étais juste mortifiée d'angoisse. Je n'écoutais pas mon corps ni ma douleur tant que j'avais pas l'assurance que lui allait bien. Du coup, ils t'ont fait une écho? Il allait super bien. Ouais, du coup, t'as entendu son cœur? Pour la première fois. Non, ou la deuxième fois. Enfin bref, c'était la première ou deuxième fois. Non, c'était la deuxième fois. Mon cher. C'était la deuxième. Et en plus, la sage-femme, la doctoresse, je sais pas si c'était une interne ou autre, m'a expliqué qu'il bougeait super bien, qu'il allait super bien. Il était déjà bien en forme. Péter le feu, le gamin. T'as dû être tellement rassurée. J'ai pleuré. Ah bah, je m'étonne, mais. J'ai pleuré, mais. Une peur comme ça, franchement. Mais du coup, le problème, c'est que derrière, j'ai été arrêtée durant toute ma grossesse. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui a provoqué ma chute, c'est une contraction. Ah, t'avais déjà des contractions à 14 et quelques semaines. Waouh, et ça jouait sur le col? Non, donc c'était du Braxton Hicks, mais après, moi, les soignants m'ont dit, même pour du Braxton Hicks, ça fait très tôt. Ok, oui, parce que du coup, si vous ne savez pas, il y a deux types de contractions. Il y a, j'arriverai jamais à prononcer, les contractions de Braxton Hicks, c'est ça? Je l'ai bien prononcé. Et les contractions classiques, on va dire. Et les contractions de Braxton Hicks, donc, sont des fausses contractions qui n'impactent pas le col, qui sont quand même pas bonnes. Enfin voilà, on peut en avoir vers la fin de la grossesse, ça prépare un peu le corps. Mais voilà, il faut pas, en début de grossesse, quand on en a comme ça, c'est vraiment très bon. Donc du coup, toi, on te met en arrêt à ce moment-là. Tout à fait. En arrêt total? Total. Total, ok. Comment tu le vis ça? Est-ce que ça a été difficile de te retrouver un peu du coup isolée? Au contraire, j'étais soulagée parce que j'avais la peur de la fausse couche, parce que quand tu sors de PMA et que tu passes dans le système de la grossesse, bah déjà, il y a l'aspect le premier trimestre et tout. Mais même au-delà du premier trimestre, ouais, ça y est, t'es enceinte, mais c'est du coup, t'as quelque chose à perdre maintenant que t'es enceinte. Ouais, et du coup, il y a cette peur qui est constante. Et du coup, c'est vrai que le fait de ne plus avoir une charge physique comme ça au travail, plus la mauvaise ambiance qu'il y avait au travail, il y avait une très très mauvaise ambiance. Je le vivais très très mal. Tous les jours, j'avais soit envie de pleurer ou soit envie de crier parce qu'il y avait des comportements, des choses. Et je sais que tout ça, c'était pas bon non plus pour le bébé. Oui, ça a joué sur ton moral, et sur son état nerveux, etc. C'est ça, mais qui font que ça m'a soulagée. Tu me dis justement cette peur de perdre, est-ce qu'elle est liée à la fausse couche que tu as fait avant? Et est-ce qu'elle t'a suivi dans cette grossesse? Alors, je sais pas si c'est lié à celle d'avant. Parce que là, tout était bien, le taux était énorme et tout. Mais je pense qu'il y a quand même le souvenir de la fausse couche qui est un petit peu au-dessus, comme une épée Damoclès en mode tout va bien, mais on n'oublie pas. C'est ça. Mais ça m'a quand même suivi pas mal de temps parce que j'ai fait pas mal d'urgences durant la grossesse. Ah ouais? Dès qu'il y avait un truc ou quoi, j'allais aux urgences. T'avais besoin d'être rassurée? Ouais, bah parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas normaux. Enfin, il y a vraiment un jour où j'étais chez le coiffeur, assise sur le fauteuil, sans effort physique. J'ai fait 3 malades d'affilée. T'avais une baisse de fer? On T'as pas eu de contrôle de fer? On m'a rien dit de... Moi, je sais que j'avais ça donc, pendant la grossesse. En fait, pendant votre grossesse, vous pouvez avoir du manque de fer. Et donc, qui se soigne avec des cachets. Hein. Ouais, donc t'as des malaises à ce moment-là. Ouais.
Les malaises, est-ce qu'elles sont prises en charge par ta sage-femme, par ton équipe médicale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Bah, je suis reçue aux urgences, sauf qu'en fait, les malaises, tu sais, c'est instantané. Oui. Une fois que ça passe, c'est passé. Et bah, avec le temps d'attente, à un moment donné, même moi, j'étais voir le médecin, je dis écoutez, je peux rentrer chez moi. Enfin, ça fait 3 heures, les gars, que j'attends. C'est passé. La crise, elle est passée. Ça sert à rien de rester. Et on m'a quand même forcé, enfin, pas forcé, mais en mode bah si vous êtes venu, c'est qu'il y a un souci, il faut que vous voyez au moins un médecin avant de partir. Et moi, j'étais en mode ça fait 3 heures que je l'attends, le médecin, quoi. Oui, non, mais c'est évident. Ils sont débordés aux urgences, je comprends, mais bon. Sinon, de manière générale, pendant ta grossesse, Léandro n'a pas de problème. Non, du tout. Tout va bien, c'est plus des craintes chez toi, il y a un besoin d'être rassuré. Et est-ce que, et du coup on a parlé un peu de cette désidéalisation de la grossesse que tu avais eue, est-ce que tu as quand même réussi à profiter de ta grossesse, à aimer être enceinte? Oui et non, c'est-à-dire que bah, quand j'allais faire les échographies, quand je le sentais bouger, c'était magique. Mais voilà, oui. Il adore papoter. Mais être enceinte en soi, en fait, je me suis vraiment tapé tous les désagréments. Il y en a qui ont par exemple juste les douleurs ligamentaires et des nausées. Moi, j'ai tout eu. Même les remontées acides. Je dormais avec une boîte de Gaviscon collée à moi. Sur ma table de chevet, c'est du C'est Gaviscon. tellement horrible en plus ce truc. Les douleurs les ligamentaires. Moi, pour moi, c'est le pire truc de la grossesse et on n'en parle pas beaucoup. En fait, c'est pas. Tu sais, on parle beaucoup des nausées, des trucs comme ça et tout. Ok, c'est chiant. Mais les douleurs ligamentaires. Ça fait mal de chier. Quand tu marches, t'as mal. Quand tu essaies de te retourner, t'as mal. Chaque mouvement, t'as mal. À quel moment, du coup, t'as les premiers signes d'un accouchement qui approchent? Qu'est-ce que ça a été les signes où tu t'es dit ah, ça y est? Du sang. Du sang? T'as eu du sang en premier? J'ai eu quelques petites pertes, mais vraiment minimes, enfin, rikiki, enfin, je n'avais même pas ça des pertes, quoi. Je me doutais que ça devait être le col qui commençait à s'ouvrir, donc j'ai appelé la maternité, j'y vais, machin. On m'examine et j'étais déjà ouverte à 2, col à moitié effacé et tout. En fait, j'ai raté mes premières contractions. Ah ouais? Oui. Tu les as pas senties du tout? Je les ai pas senties. C'est trop bien ça. Enfin, si, j'ai senti un truc, mais j'étais en mode allez, c'est rien, quoi. Oui, je pense que c'est parce que tu t'es tellement fait une image, et comme on a tous de l'accouchement, c'est abominable, on a tellement mal, voilà, mais même lui, il est en mode ça fait pas mal, les copines, arrêtez. Ça fait pas mal. Oh, si ça fait mal à la c'est trop mais pas autant, moi pas autant que je l'ai pensé, perso. Du coup, t'arrives, t'es déjà à 2 doigts, col effacé, ça va très vite finalement. Oui, mais en fait, j'avais des contractions pas assez rapprochées. Ouais. Et comme du coup, le motif d'entrée aux urgences, c'était des saignements, pour le côté vraiment protocolaire, ils savaient très bien c'était dû à quoi, mais niveau protocole, ils devaient me garder 24 heures en observation. Ok. La sage-femme, elle me dit, bah, vous êtes ouvert à 2. Est-ce que vous voulez qu'on vous garde en observation en salle de pré-travail? On sait jamais. Oui. Bah, si, ils m'ont dit ça. Et on m'a même dit, si vous voulez, on vous décolle les membranes pour vous aider à avoir le bébé. Du coup, j'ai dit oui. Ouais. Et ça s'est bien passé? Parce que le décollement des membranes, chaque expérience est différente. Hein. Alors, ça s'est bien passé, oui, mais en fait, en décollant les membranes, j'ai perdu les os. Ah. Est-ce que du coup, la légende du... Bah, tu peux pas vraiment comparer parce que t'as eu qu'un enfant, mais tout est décuplé quand on a pu la poche des os. Est-ce que toi, tu trouves que c'est vrai? C'est complètement véridique. Ouais, tes contractions, elles ont pris une autre tournure quand t'as appuyé la poche? Ouais, mais clairement. Une tournure ouch. Ah ouais? Très très ouch. Vraiment, bah parce qu'en fait, t'appuies la poche des os pour amortir l'appui de la tête contre le bassin. Là, c'est vraiment la tête contre le bassin. Okay. Donc là, ça devient vraiment hard. Et même moi, j'en avais parlé à mon mari, j'ai dit je ne veux pas rompre la poche des os en début de travail. C'était une de tes peurs que t'avais C'était une de mes peurs de rompre en début de travail. Du coup, on perche cette poche des os, donc là, à partir du moment où on perche la poche des os, de toute façon, on le garde. Oui, là, on m'annonce que c'est officiel, que c'est plus les 24 heures de garde, c'est je ressentirai avec un bébé, quoi. Ok. C'est quoi ton état d'esprit? À ce moment-là, quand tu sais que quand tu ressors, t'as un bébé? À ce moment-là, je vais pas me vanter, hein, mais à ce moment-là, je suis une killeuse. Clairement, j'encaisse, j'ai des douleurs atroces, et je sors. Et même moi, il y a pas longtemps, je regardais mes memories, vu que j'ai plein de snaps de ce moment-là. Je vois que je prends le bain, je souris, je suis comme ça. Donc là, toi, tu te sens bien, tu sens que tu gères. En fait, je me sens pleine d'énergie en mode je vais tout défoncer, je vais le sortir, il sera là, et je vais lui faire des poteaux. Ouais, t'as vraiment ce truc de ça y est, c'est mon bébé, il va arriver là, ouais. L'élan de. C'est ça, je me sens prise d'un truc de voilà. Ouais. Et du coup, sans péri?
Je commence sans péri parce que c'était mon souhait de faire sans péri. Ouais. Sauf que, alors j'aurais pu faire en entier sans péridurale. Je le sens dans mes tripes, je sentais que je pouvais continuer. Mais la douleur aurait été telle que je n'aurais pas pu profiter vraiment du moment. J'aurais pas eu cette tranquillité, ce repos qui me permettrait de vraiment aimer ton accouchement. aimer mon accouchement et me vivre dans les meilleures conditions possibles. Quoi. Du coup, t'as demandé à la péri à ça 4, 5 4,5. 4,5. 4,5, ouais. 4,5 et là, ça se fait plus chill. Du coup, après la péri, comment tu la vis? Déjà, est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très très bien la péri. J'ai eu une petite crise de panique parce que j'avais très très peur de l'aiguille dans le dos, machin. Je suis tombée sur un anesthésiste très compréhensif, très voilà, tranquille. Dites-moi de quel côté, machin, oui. Vraiment nickel. Et la péri m'a beaucoup soulagée. Et du coup, ton bébé arrive. Au bout de combien de temps à peu près de pousser? Tu sais ou pas du tout? Moins de 100 minutes. Ah ouais? Ouais. Oh, ça va, enfin, moi j'ai bien envie de te parler en fait. Mon bébé il sorti en 40 minutes de poussée. Ah oui, mais oui. La gata. Ah, le bébé arrive. Bébé arrive, ouais. On l'entend avant de le voir. On l'entendait, il hurle. Non, il cause en fait. Il sort en entend une voix de bébé. Et j'étais encore en train de pousser, c'est vraiment juste quand il avait genre tout ça de sortie. Ouais. Et on l'entend, et en fait je poussais, et vraiment on entend le bruit, et mon mari est là et on fait. On l'entend vraiment en mode. Il est là, ça y est, il arrive quoi. Vraiment, c'est réel, on l'a entendu, il est là, il est juste là, il a quelques centimètres quoi. C'est quoi ta réaction? Est-ce que justement t'as eu ce fameux truc du oh je l'aime de tout mon cœur? Mais non, j'ai pas ce truc là direct, et je ne le vois pas, mais en fait c'est vrai qu'on oublie ce détail là, mais quand on nous le pose direct sur le ventre, moi je n'ai pas vu son visage. Ah moi je l'ai vu. Moi j'ai pas vu sa tête. On l'a posé sur les bras, on l'a pas posé sur le ventre. Moi on me l'a vraiment posé comme ça, vraiment genre là ici contre Ah moi. oui donc tu l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu. Tu pleures? Non. Non. Rien. Pourtant je m'attendais à pleurer. Ouais. Non en fait je savoure sa peau contre ma peau et de le blottir contre moi en mode t'es plus dans mon ventre mais t'inquiète je suis là. D'abord ce truc de... Il a dû avoir un truc de ouf. Il est plus dans mon ventre, donc je le garde contre moi pour qu'il capte que genre même si ça a beaucoup changé, je suis là, il est en sécurité. J'étais vraiment dans ce truc de oh, mon Dieu, ce qui vient de vivre le petit. Ah ouais, t'avais cette pensée-là Ouais. Ah ouais, non, pas du tout. Bah, moi j'étais vraiment... C'est vraiment ça, je suis allée comme une... Et papa, comment il réagit? Il pleure, papa. Il pleure? Ah. Alors c'est pas son genre, mais il pleure. Ah ouais, bah tu Il pleure et vraiment en fait il le regarde et je tourne de la tête et je le vois en train de se frotter les yeux et vraiment il a pas des pleurs, il pleure pas à chaudes larmes mais quand il pleure il a vraiment les yeux rouges écarlates le papa. Ouais. Et je vois quasiment plus ses yeux. Ouais, Tellement il est rouge, il est plein de larmes. Et du coup il essaye faiblement de prendre une photo et je vois qu'il est fébrile, vraiment qu'il est faible en fait, qu'il est complètement submergé en fait. J'adore. Et je crois que ça m'a encore plus touchée que la sortie en elle-même du bébé quoi. Ouais, c'est vraiment en fait t'as vu ta famille, c'est Je sens mon bébé, je vois mon mari, je me dis oh, ça y est, on est ensemble, on est réunis à 3. Vous êtes une famille quoi. Et du coup, là t'es en salle, etc. Vous arrivez en chambre. Et est-ce que t'as ce truc de... bah ça y est, c'est la famille ou est-ce que t'as du temps à réaliser, tu vois? Non là je suis en mode faut que je dorme. Ah ouais? Comme mon bébé, faut que tu dormes. Non, à ce moment-là, je suis vraiment, même un petit peu avant de remonter en chambre, à un moment donné, je l'avais à bras et je dis non, faut que quelqu'un me les prenne, là je vais tomber. Alors que je suis dans l'endormie, hein, mais je pouvais pas le tenir à bras, j'étais complètement épuisée. Ça faisait plus de 48 heures sans dormir avec l'effort de l'accouchement et tout. Ouais, t'as senti que ton corps te lâchait complètement. Ah oui, vraiment, c'était peut-être 2 heures après sa naissance, mon corps m'a lâché, je pouvais même plus le tenir dans mes bras. D'accord, ok. Donc, et du coup, t'as réussi à te reposer? Ouais, c'est mon mari qui a géré la première nuit. Enfin, la première nuit, j'ai accouché à 1h35 du matin, on est monté en chambre à 3h et quelques, donc j'ai dormi de 4h à 7h du matin. Ça a dû te faire du bien. C'était ma nuit. Ces moments-là. Mais mon mari, vraiment, il y avait le berceau de maternité là, mon lit, et il y avait sa couchette. Et il arrêtait pas, moi je dormais comme ça. Et il s'est assis là et il a surveillé le bébé jusqu'à ce que je me réveille pour l'allaiter. Ah non, j'adore, c'est trop mignon. La première tétée, ça a été? Trop bien. Ouais. Comme sur des roulettes. Ça s'est bien, il a tété direct et tout. Tu t'es sentie à l'aise tout de suite avec le geste d'allaiter? Complètement. C'est même moi qui réclamais, au début on m'a dit non, il vient de naître, les bébés n'ont pas faim à la naissance.
Moi je dis, je veux le mettre au sein. Je sens que je veux le mettre au sein. Je sens qu'il veut mon sein. Mettons-le au sein. Et tu l'as mis direct, il a pris. Direct. Ah, c'est top. Et je tiens à dire pour les mamans qui souhaitent allaiter, c'est pas parce que votre bébé ne prend pas directement qu'il ne prendra jamais. Moi, Logan a pris plus de 24 heures à prendre le sein. Au début, je le nourrissais à la seringue. Et au final, ça s'est très bien passé. Maintenant, il tète, ça fait 9 mois, bientôt, pas encore. Donc voilà, il faut pas paniquer, quoi. Donc du coup, est-ce que le fait de récupérer physiquement, on va dire, pendant cette nuit-là, ça t'a aidé un peu à réaliser que t'étais maman? C'était très spécial parce que je me rappelle que des fois, j'entrouvrais les yeux et je voyais le bébé dans le berceau, je me disais, ah, il est là, c'est bon. J'ai besoin de vérifier qu'il était là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il est là, c'est bon, c'est vraiment vrai. Et à chaque fois, c'est vraiment genre, ouais, c'est vraiment arrivé, il est vraiment là. Ouais, limite, c'est un peu comme un rêve, quoi. Tu te réveilles, tu te demandes si t'as pas rêvé. Et du coup, quand intervient le fait de vraiment réaliser que t'es maman, quoi? Est-ce que c'est tout de suite à la naissance? Est-ce que c'est après? Je pense que je travaille encore dessus, mais je pense que j'ai commencé à saisir l'aspect vraiment enfant à charge, si je peux dire ça comme ça. Peut-être, 48 heures après l'accouchement. Ouais. En fait, il y a eu la première nuit, du coup, la nuit de mon accouchement. Et la nuit d'après, c'était la nuit de Java. Et, Tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu. Ouais, vous l'avez vu, vous, la nuit de Java? Ouais, mais moi, personnellement, je l'ai vécu comme une nuit d'amour. Okay. Parce que vraiment, il réclamait être avec moi, être au sein. Et moi, je l'ai vécu comme une nuit où, en gros, il pleurait. Et dès que je l'avais contre moi, il allait mieux. Donc moi, je l'ai très très bien vécu, la nuit de Java. Ouais, ça a créé un vrai lien entre vous. Complètement. C'est vrai que ça, en plus, c'est apaisant, je trouve, ce lien. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi, j'ai adoré ce lien de ton bébé directement calmé quand il est contre toi. C'est comme ton odeur. Et en fait, tu sens que tu as une importance dans sa vie et tu réalises vraiment à ce moment-là, je trouve. Ça aide beaucoup. Et ça peut angoisser aussi, ça peut créer du stress, de te dire il faut vraiment que je sois parfaite pour lui, il faut que, tu vois. Alors, moi, ce moment, je l'ai pas vécu. Vraiment, je l'ai vécu en mode, c'était une nuit d'amour. Mais suite à ça, du coup, je pense, 3e jour après mon accouchement, tous les jours, le soir, seulement au moment où le soleil se couchait, et où vraiment il commençait à faire sombre tôt, vers genre 18h. Oui, toi t'es né en hiver, le tien. C'est ça. Et tous les soirs, vraiment, des angoisses, mais les douleurs physiques de l'angoisse, vraiment, ça me prenait au triple. Un petit peu crise d'angoisse, un petit peu? Non, même pas, j'étais pas en mode. Mais. Tu ressentais l'angoisse? Je ressentais physiquement l'angoisse, ça me prenait au triple, vraiment une douleur dans la poitrine, une envie de nausée. J'avais plus envie de manger, je mangeais plus. C'était une angoisse dont je n'osais pas parler. Parce que j'avais honte et j'avais peur qu'on me dise que j'étais de mauvaise mère. Mais en gros, au début, c'était vraiment des angoisses pas de Léandro, mais du bébé, en mode j'ai envie de faire un bébé, je vais jamais être à la hauteur, je serai jamais assez bien. Est-ce que ça a impacté sur le lien que tu crées avec Léandro ou t'as quand même réussi à entrer en lien avec Léandro? J'ai réussi, mais je pense que ça a impacté le fait que je ne savourais pas autant. Je ne profitais pas autant que quand je me sentais mieux. Ouais, t'as perdu quand même des moments. Enfin, perdu, voilà. C'est relatif, mais des moments. Je faisais tout, je me disais je vais pas regretter, je vais pas regretter, je vais pas regretter, je vais pas regretter. Donc je m'en occupais à fond. Mais c'était pas autant c'était pas aussi serein et plaisant que quand j'allais bien, quoi. Ça avait pas la même saveur. Est-ce que tu as fini par en parler, du coup, parce que tu me disais que tu avais du mal à en parler? Ouais. J'ai fini par en parler à mon mari, à ma sage-femme, qui m'ont expliqué que c'était complètement normal, qui m'ont aidé à me rendre compte que j'allais pas avoir honte. Et elle m'a prescrit, ma sage-femme, de l'homéopathie, parce qu'on voulait pas faire un, entre guillemets, vrai traitement tout de suite, parce que c'était peut-être le baby blues, et le baby blues c'est vraiment passager, ça peut durer 2 ou 3 semaines, mais c'est passager quand même. En fait, il faut savoir qu'après l'accouchement, on a une chute d'hormones qui est très brutale. Chez certaines personnes, ça passe assez rapidement, on a envie de pleurer assez souvent, etc. Et chez d'autres, c'est plus difficile, ça peut donc s'apparenter à des angoisses, comme toi tu as eu, à une difficulté à créer un lien, un sentiment d'avoir fait une erreur, ou tout simplement le sentiment de ne pas être aussi heureux qu'on l'aurait pensé. Et ça peut aussi être juste des sauts d'humeur, très heureux et d'un coup très triste. Et d'un coup, voilà, donc il y a plusieurs caractéristiques. Et c'est vrai qu'on peut du coup avoir des pensées très difficiles comme toi, tu as pu les avoir pendant tes angoisses. Donc de ne pas être à la hauteur, d'avoir fait une erreur, d'avoir un enfant. Qui en vrai sont finalement un peu des pensées superflues, enfin pas réalistes quoi.
on est complètement dans l'irrationnel à ce Voilà, moment-là. c'est ça, irrationnel, c'est le mot que je cherchais. Mais en fait, c'est des pensées, il ne faut pas rester avec, il faut en parler et il faut être accompagné. Et je pense que juste le fait d'en parler, ça a dû t'aider aussi à les accepter. Bah, en fait, c'est peut-être méchant pour mon mari et ma sage-femme, mais j'ai eu l'impression que j'avais 2 poids là et que quand je leur ai parlé, j'ai pris un poids et je leur ai donné. Ah oui, de toute façon, c'est ça. Hein, J'avais toujours mes angoisses, mais je me sentais moins pesée sur mes épaules en leur passant le message. Donc tes angoisses finissent par passer au bout d'à peu près 3 semaines. À peu près, ouais, je dirais ça. Est-ce que du coup tu arrives directement pleinement à prendre ton rôle de maman? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Comment tu te sens dans ton rôle de maman finalement? Alors à ce moment-là, dans mon rythme de vie que j'avais, ouais, je suis pleinement maman. Ah là, je kiffe à fond, machin, par rapport au rythme que j'avais, ouais. Sauf que très vite, je me rends compte que tout est génial et tout est parfait, mais je reste chez moi. Je suis tout le temps à la maison. Tu sortais pas du tout avec maman? Non, enfin, j'allais chez le médecin, à 5 minutes à pied de chez moi. Oui, tu restais en périphérie. Et qu'est-ce qui te bloquait du coup dans le fait de sortir? Bah j'avais toujours, c'est bête hein, mais je me disais, c'est la fin, s'il faut que je le change, et que je suis dehors, et que comment je fais, c'est pas possible, vraiment un peu limite panique. Ah oui, ok, ouais, donc c'était vraiment. C'est plus modalité organisationnelle, c'était pas trop, il y a des microbes, il y a. Non, vu que ça, j'étais très très précautionneuse. Est-ce que le fait d'allaiter, ça t'a bloqué justement pour le regard des gens, pour tout ça ou... D'une certaine façon, oui. Vu que moi, en fait, je suis pas du tout pudique par rapport à ma poitrine, vu que je vais vraiment materniser ma poitrine. Mais le regard des gens, j'aurais pu vite m'énerver. Ouais, c'est plus toi qui as peur de partir au quart de tour et... C'est ça, parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre une réflexion sur le fait que je nourrisse mon fils. Mon fils a le droit de manger, et si ma poitrine, tu la sexualises, c'est toi qui es tordu. Oui, c'est toi qui a vraiment, parce que il se passe un phénomène quand même quand on est, on va pas se mentir, oui, au début quand on a des rapports avec son conjoint ou autre, notre poitrine fait partie de l'acte sexuel, on va pas se mentir, et un objet de l'attrait pour l'homme. Quand on devient maman et qu'on commence à allaiter son enfant, toute cette partie sexualisation, on va dire, de la poitrine disparaît. C'est-à-dire que ça devient comme si on avait 2 biberons sur nous, quoi. Enfin, exactement. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a donné du coup ce déclic pour réussir à sortir? Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre finalement confiance en toi dans ton rôle de maman? Bah écoute, ça a été d'abord la première sortie qu'on a fait avec Yavi, avec toi, où je me rappelle, Léandron commençait un peu à criser parce qu'elle est fraîche, en mode Dora, stop, BD, SOS, alerte, pause, je vais mourir. Et tu m'as regardé en mode chill, grand Camille, pénard. Et moi genre, c'est où les gamines? Oh, il y a un peu ce truc, c'est vrai que moi j'ai pas du tout eu ce problème que Charlotte a eu, que je pense beaucoup de mamans rencontrent, du manque de confiance en soi. Moi à l'inverse, c'est vrai que Logan, on est rentré de la maternité, on est rentré en métro. Donc déjà, je pense que c'est un sacré cas parce qu'il était 14 juillet, clairement il n'y avait pas d'autre moyen de transport que le métro. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit maman en même temps, je pense que ça a beaucoup aidé et moi j'ai pu donner ces petits tips-là. Et donc quand on a été avec Yavi, c'est vrai qu'au final on panique très vite, mais il y a plein de petits moyens. On a changé Léandro sur le sol, sur la planche par terre. Voilà, et au final ça s'est hyper bien passé. Ah ouais. Et du coup ça a été une première sortie qui t'a fait prendre un peu, te dire ok c'est possible. Voilà, mais il y avait toujours ce côté où là il y avait les cabinets CH. Oui, il y avait un truc pour t'aider. J'étais en mode bon, si je cible des endroits particuliers, je peux sortir. Je pense vraiment le vrai déclic. Et vraiment j'en garde un souvenir, j'en aurais pleuré sur le moment, enfin, quasiment. On était à Primark toutes les deux. Léandro était en écharpe, il avait faim, on attendait la poupée, on était en file en caisse et il y avait un moment pas possible, comme toujours à Primark. Oui. Du coup, Léandro était en écharpe, on était en file d'attente. Et en fait, d'instinct, j'ai pas eu ce truc de panique comme avec Ali, juste il a pleuré et d'instinct, dans l'écharpe, je l'ai mis au sein. J'ai laissé sur mon sein et tout d'instinct, naturellement et tout comme ça. Et il a tété. Et je me souviens à ce moment-là, tu m'as regardé avec un regard. Et en fait, je peux l'allaiter partout, je peux faire ce que je veux même avec un enfant. Ah ouais. Et moi j'étais en mode yes, j'ai réussi ma mission. Elle a compris qu'elle pouvait tout faire et qu'elle pouvait être maman. Et je me disais, mais ça m'a limite ému de te voir autant. On sentait limite que c'était vraiment un poids qui se relâchait de tes épaules. Mais complètement. Un truc de en fait, je peux. Et au final, t'as vécu plein d'expériences avec Léandro après, t'as été à Nausicaa. Trop bon moment, et puis ensemble c'était très chouette. Maintenant tu vas faire les magasins tout seul avec Léandro, tu vas au restaurant avec Léandro, avec ton mari,
Et je pense que voilà, c'est vraiment un truc dont déjà tu peux être fier parce que dépasser une peur, c'est très compliqué. Mais je pense que ce serait bien dans les parents en cours de préparation à l'accouchement qu'il y ait des cours aussi de préparation de parents. Parce que tu vois, moi, ce déclic et avancer comme ça, c'est la relation avec toi qui me l'a permis. Parce que tu m'as apporté tes conseils, tes tuyaux, machin. Mais je pense que si tu n'aurais pas été là, je dis pas que j'aurais resté séquestrée chez moi. Mais je pense pas que j'aurais pu. Ou du moins, si j'avais réussi, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Tu as eu ce sentiment de solitude, toi, en tant que maman? Oui et non. Oui, parce que, comme au début, j'ai pas osé le verbaliser, je me sentais seule et honteuse. Et au final, en parlant avec toi, notamment, ça m'a beaucoup aidée. Mais d'une autre façon, je me sentais pas seule, notamment à la maternité. Mes parents sont venus tous les jours. Mon père m'a ramené des fleurs et des sushis, ma mère m'a ramené du pain interdit. Ils m'ont recousu mes vêtements au fur et à mesure que je m'amaigrissais au niveau du ventre. Je me suis sentie seule dans les problèmes de maman, d'adaptation pour une première maman, mais je me suis pas sentie seule émotionnellement. Ça, c'est bien. J'avais du soutien, j'avais de l'amour autour de moi. Ça, c'est très très important. J'ai juste du mal à l'utiliser à bon escient pour m'aider dans mes soucis, mais l'amour et le soutien étaient là. Si tu devais donner une chose de ta vie d'avant qui te manque et une chose de ta vie de maintenant qui te rend plus heureuse. On va dire en négatif, je dors moins. T'as du mal avec le manque de sommeil? Quelque chose que tu vis mal? Oui et non. Si c'est un manque de sommeil modéré, ça passe. Ouais. Si c'est 48 heures sans dormir, ça passe pas. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est violent. Mais vraiment, c'est un stade où même là, je disais à Laura, genre, c'est bon, je gère le manque de sommeil. J'ai déjà passé des semaines où je dormais 3 heures ou 4 heures par semaine. Je dis, mais là, tu t'es en train de dormir. Elle m'a dit, je peux laisser l'enfant et la maison est partie. Ah, mais oui, je le laisse à mon mari, je m'en vais. Ah, clairement. Genre, je tire mon lait, je lui donne le lait, je lui donne le gamin, et je me barre 1 heure, ou même 2 jours. Moi, la dernière fois que le gars a fait ça, ça faisait un mois qu'il n'avait pas dormi. Je suis partie chez sa grand-mère et j'ai dit, tu t'en occupes, je ne veux plus. Et vraiment, et au final, bon, après tout va mieux. Et quand on dort une nuit, on est reparti, mais on est à quelques heures. Hein, ouais, même quelques heures, ça suffit. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des moments, le manque de sommeil, enfin, c'était une torture en fait à l'époque, le manque de sommeil. Donc c'est qu'il y a bien une raison, quoi. Ah, bah, complètement. Mais, donc le manque de sommeil. Ouais, et en mieux, je dirais tout. La vie n'a pas le même goût, les couleurs n'ont pas les mêmes couleurs. Ouais. Tu m'avais donné une phrase un jour que j'aimais bien, tu redécouvres le monde à travers ses yeux ou un truc. C'est ça, c'est découvrir le monde à travers tes yeux dans le fond. C'est ça, et le monde à travers les yeux de Léandro m'émerveille. J'adore. C'est si mignon et on va terminer là-dessus, je crois, parce que c'est vraiment magnifique. Merci Charlotte pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci d'avoir partagé ton histoire parce que j'espère que ça aidera certaines d'entre vous qui puissent passer par là et que ce sera un beau message d'espoir. Bravo pour ton parcours et pour le rôle que tu tiens avec ton enfant. Parce que je pense qu'on a besoin de plus de mamans comme toi qui s'investissent auprès de leur enfant et qui leur offrent une enfance aussi jolie. Donc je pense que c'est important de le dire. Et pour nous, on se retrouve dans 2 semaines sur YouTube, Spotify et Apple Music pour l'épisode 2 dans lequel on accueillera Elodie, la maman du petit Arès, qui viendra nous partager son histoire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!